Le jour où sa fille a appelé une autre femme Maman. Elle a repris la carrière qu'elle avait abandonnée. Pendant 6 ans, Viviane Morel avait organisé toute sa vie autour de son mari et de leur fille. Avant son mariage, personne ne l'aurait décrite comme une femme destinée à rester dans l'ombre. Elle était l'une des étudiantes les plus brillantes de sa promotion en médecine. Son père, le professeur Morel, avait consacré sa carrière à la recherche sur les maladies rares, l'immunologie et les traitements expérimentaux. Viviane avait grandi dans les laboratoires, entourée de dossiers, de microscopes et de chercheurs qui parlaient de cellules comme d'autres parlent de musique. Très jeune, elle avait commencé à travailler sur certaines de ses idées. Puis elle avait rencontré Étienne Garnier. Héritier d'un immense groupe financier et industriel, Étienne avait tout ce que Viviane, jeune et idéaliste, imaginait chez l'homme qu'elle pourrait aimer. Il était brillant, calme, difficile à impressionner. Et lorsqu'il accepta finalement de l'épouser, Viviane crut que sa patience avait été récompensée. Elle interrompit ses études. Puis leur fille, Léa, naquit. L'accouchement fut terrible. Viviane faillit mourir. Pendant les années suivantes, elle se consacra presque entièrement à l'enfant. Elle ne regrettait pas Léa, jamais. Mais sans s'en apercevoir, elle avait laissé disparaître tout le reste. Ses travaux, ses publications, ses anciens collègues, ses projets. Même le laboratoire que son père rêvait de voir naître un jour. Étienne travaillait énormément. Viviane se persuada donc que son rôle était de tenir la maison. Elle organisait les rendez-vous médicaux de Léa, préparait les repas, choisissait les vêtements, gérait l'école, attendait son mari. Et mois après mois, elle se racontait que la froideur d'Étienne finirait par se transformer en amour. Elle savait pourtant une chose. Avant elle, Étienne avait eu dans sa vie une femme appelée Sophie Lemaire. Sophie était pianiste, brillante, mondaine, élégante. Elle avait toujours appartenu à ce monde de concerts, de réceptions et de familles puissantes dans lequel Étienne évoluait avec naturel. Viviane, elle, avait été celle qui était restée auprès de lui à un moment difficile. À l'époque, elle avait pris soin de lui pendant une longue convalescence. Plus tard, Étienne avait demandé sa main. Viviane avait pris cette décision pour une déclaration d'amour. Bien après le mariage, elle comprit qu'il avait peut-être surtout voulu rembourser une dette. La première rupture réelle arriva lorsque Léa tomba gravement malade. La petite fille avait de la fièvre. Sa respiration devint difficile. À l'hôpital, les médecins parlèrent d'une atteinte pulmonaire sévère. Viviane comprit immédiatement les examens. Elle demanda qu'on attende la baisse de la fièvre avant une intervention. Un médecin la regarda avec surprise. Cette femme qui, administrativement, apparaissait seulement comme mère au foyer, parlait comme quelqu'un ayant reçu une formation médicale sérieuse. On lui demanda s'il fallait appeler le père. Viviane répondit non. Étienne célébrait l'anniversaire de Sophie ce soir-là. Il ne rentrerait pas. Elle resta seule auprès de Léa. Ce fut pendant cette nuit qu'un courrier arriva sur sa messagerie universitaire. Un grand programme international venait de valider un projet qu'elle avait laissé en sommeil. On l'invitait à revenir. Viviane relut la lettre plusieurs fois. 6 ans. 6 années avaient passé depuis qu'elle avait renoncé à ce monde. Puis elle pensa à son père, à son laboratoire inachevé, à l'étudiante qu'elle avait été. Pour la première fois depuis longtemps, elle pensa une phrase qui ne concernait ni Étienne ni Léa. Il était temps de redevenir elle-même. Quelques jours plus tard, une autre scène confirma sa décision. Léa rentra d'une sortie avec Sophie. Viviane ouvrit les bras. Sa fille refusa presque aussitôt de venir contre elle. Elle préférait parler de la robe offerte par tante Sophie, de son gâteau, des activités faites avec son père et elle. Viviane sentit une douleur très différente de la jalousie. Elle avait failli mourir en mettant cet enfant au monde. Elle avait abandonné une carrière pour elle. Et pourtant, pendant qu'elle se consacrait à la maison, quelqu'un d'autre avait doucement pris une place affective auprès de sa fille. Viviane comprit aussi sa propre responsabilité. Pendant plusieurs années, elle avait tourné autour d'Étienne, de ses horaires et des tâches domestiques. Elle croyait être disponible pour Léa. Mais il lui était arrivé trop souvent de promettre une sortie puis de l'annuler. De dire qu'elle finirait une tâche d'abord. D'arriver en retard à l'école. Chaque fois, Sophie apparaissait. Elle récupérait l'enfant, l'emmenait manger, lui offrait un cadeau. Viviane avait laissé une autre femme devenir la présence légère et joyeuse pendant qu'elle-même était devenue la mère des règles et des retards. Elle ne voulait pas perdre sa fille, mais elle comprit qu'elle ne la regagnerait pas en s'effaçant davantage. Elle devait redevenir une personne entière. Le changement fut discret. Viviane commença par elle-même. Un petit déjeuner simple, 2 œufs, un morceau de maïs. Elle recommença à lire ses anciens articles, à réviser, à suivre les nouvelles publications, à contacter les collègues de son père. Son regard changea. Même la gouvernante le remarqua. Viviane semblait plus froide. En réalité, elle était simplement réveillée. Elle ne suppliait plus Étienne de rentrer. Ne lui demandait plus pourquoi Sophie était présente à telle réception. Ne cherchait plus à savoir pourquoi il connaissait les goûts de Sophie mieux que les siens. Elle attendait depuis 6 ans qu'il l'aime. Maintenant, elle ne lui en voulait même plus. Elle s'en voulait surtout d'avoir attendu si longtemps. Étienne remarqua la distance. Une nuit, il lui rappela leur vieille habitude conjugale. Certains jours du mois avaient toujours été réservés à leur intimité. Viviane lui répondit qu'elle était fatiguée. Il crut d'abord à une crise. Puis il comprit qu'elle ne jouait pas. Elle ne cherchait pas à provoquer une réaction. Elle n'avait simplement plus envie.
Lorsque Sophie apparut encore à proximité de Léa, Viviane traça une ligne nette. Elle lui demanda de rester loin de sa fille. Sophie répondit avec ce calme provocateur des personnes qui aiment se présenter comme victimes. Et si l'homme qu'elle aimait lui avait été pris par une autre femme? Et si Étienne avait dû épouser quelqu'un d'autre? Viviane lui demanda comment elle réussissait à présenter une telle absence de limite avec autant d'assurance. Elle ne voulait pas discuter de leur rivalité. Étienne pouvait faire ce qu'il voulait de sa vie, mais Léa n'était pas un terrain de conquête. Cette frontière devint la priorité de Viviane. Peu après, le professeur Laurent, ancien collègue de son père, la convoqua. Il avait relu son projet. Une théorie sur la survie prolongée de cellules immunitaires modifiées dans certains micro-environnements tumoraux. L'idée était ambitieuse, peut-être trop, mais suffisamment solide pour justifier un véritable laboratoire. Le professeur lui demanda si elle voulait réellement revenir. Viviane hésita. Son mariage, sa fille, le temps perdu. Puis elle répondit oui. Elle ne reprendrait pas exactement la vie qu'elle avait quittée. Elle en construirait une autre. Le laboratoire se forma progressivement. Viviane reprit des cours qu'elle n'avait jamais terminés officiellement. Sur le papier, certains la considéraient comme une étudiante revenue trop tard. Une femme ayant abandonné en deuxième année. Dans les couloirs, plusieurs chercheurs plus jeunes se moquèrent. Comment une femme sans doctorat pouvait-elle participer à un programme national? Viviane ne se défendit presque jamais. Elle avait appris que les titres impressionnent surtout avant le travail. Après, les résultats parlent. Le docteur Lucas Moreau fut l'un des premiers à la prendre au sérieux. Médecin-chercheur déjà reconnu à l'étranger, il avait lu plusieurs analyses de Viviane. Lorsqu'il revint en France pour intégrer le projet, il lui avoua que ses idées avaient joué un rôle dans sa décision. Viviane ne transforma pas cela en romance. Elle n'en avait pas besoin. Mais elle appréciait une chose simple. Lucas parlait de ce qu'elle pensait. Pas de son mari, pas de sa robe, pas de sa place dans la famille Garnier, de ses idées. Pendant ce temps, Étienne continuait à vivre comme si le mariage pouvait fonctionner indéfiniment sans être interrogé. Sa grand-mère adorait Viviane. Elle les réunissait, les poussait à sortir. Demandait à Étienne de mieux traiter sa femme. Dans ces moments, il obéissait souvent. Mais Viviane n'était plus touchée par les gestes effectués sous ordre familial. Un soir, sa belle famille insista pour qu'ils sortent ensemble. Étienne l'emmena dans un club privé fréquenté par de grandes personnalités. Sophie s'y trouvait. Viviane comprit immédiatement ce qu'elle était censée regarder. Le mari, la pianiste, les amis qui les imaginaient naturellement ensemble. Puis Lucas apparut. Étienne fut surpris de le voir parler avec Viviane comme avec une ancienne connaissance. On lui expliqua qui il était. Un médecin exceptionnel, un chercheur respecté. Et il connaissait sa femme. Cette découverte sembla déranger Étienne plus que la présence de Sophie ne dérangeait Viviane désormais. La soirée continua avec des jeux, dégustation, musique. On invita Viviane à jouer du piano. Étienne pensa probablement qu'elle refuserait. Il ignorait qu'elle avait étudié la musique pendant des années. Viviane s'assit, puis joua. Le silence qui suivit fut plus violent que n'importe quelle dispute. Étienne la regardait comme s'il découvrait une étrangère. 6 années de mariage. Et il ignorait cela aussi. Viviane pensa que ce n'était plus son problème. À partir de ce moment, sa double vie devint presque ironique. À la maison, certaines personnes la considéraient toujours comme l'épouse sans carrière du puissant Étienne Garnier. Au laboratoire, elle construisait un programme qui commençait à attirer l'attention de l'État et de grands investisseurs. Le projet fut finalement intégré à un dispositif national. Plusieurs groupes annoncèrent leur financement, puis une nouvelle tomba. Le plus gros investisseur serait le groupe Garnier. Étienne. Viviane eut presque envie de rire. Elle avait réussi à garder son retour discret, et son mari devenait maintenant l'un des principaux financeurs du laboratoire, sans même savoir qu'elle en était une pièce centrale. Elle décida de ne rien dire. Il l'apprendrait lorsque cela deviendrait naturel. Pas parce qu'elle voulait l'impressionner. Parce qu'elle refusait encore une fois de transformer son travail en spectacle conjugal. Les semaines passèrent. Viviane rentrait plus tard. Étienne commença à demander où elle allait. Elle lui répondit qu'elle avait repris ses études. Il accepta cette explication avec un mélange d'indifférence et de méfiance. Puis il lui demanda de rester loin de Lucas. Viviane trouva cette remarque presque comique. Lui pouvait accompagner Sophie à des concerts, des galas, des voyages et des dîners. Mais sa femme devait surveiller la distance entre elle et un collègue. Elle ne se disputa pas. Elle nota simplement une nouvelle contradiction dans un mariage déjà rempli de contradictions. Léa, elle, changeait lentement. Viviane fit un effort réel pour tenir ses promesses. Quand elle disait qu'elle viendrait à l'école, elle venait. Quand elle promettait un gâteau, elle le préparait. Quand elle travaillait, elle expliquait à sa fille qu'elle ne pouvait pas être disponible immédiatement. Elle apprit à Léa une chose que l'enfant n'avait jamais vue jusque-là. Une mère peut travailler et aimer. Une mère peut avoir un projet sans abandonner son enfant. La relation se reconstruisit. Léa réclama de nouveau sa mère pour dormir. Elle demanda à être emmenée à l'école par elle. Elle se mit même à défendre Viviane lorsqu'une tante la traita de femme inutile vivant au crochet de son mari. Pour Viviane, ces petites réactions comptaient davantage que tous les compliments publics. Elle ne voulait pas posséder sa fille. Seulement reprendre une place qu'elle n'aurait jamais dû laisser disparaître. Mais la perspective d'un divorce restait compliquée.
Son amie Chloé, avocate spécialisée en droit familial, lui expliqua la réalité. Étienne avait de l'argent, des réseaux, une réputation parfaite. Viviane avait passé plusieurs années officiellement sans revenu important. Si elle voulait obtenir la garde principale de Léa, elle devait préparer un dossier solide. Elle devait prouver son autonomie. Et si elle voulait invoquer l'infidélité ou la faute conjugale, des preuves seraient nécessaires. Viviane engagea donc un détective privé. Sa mission était simple, suivre Étienne. Documenter sa relation avec Sophie. Photos, transferts, voyages, dépenses. Pas des rumeurs, des faits. Les premières images montrèrent surtout une proximité ambiguë. Étienne et Sophie ensemble. Des gestes, des déplacements. Mais rien de juridiquement décisif. Étienne était prudent. Viviane demanda au détective de continuer. Dans le même temps, le laboratoire rencontra une première grande crise scientifique. Un virus respiratoire agressif, appelé RT3-103 dans les protocoles, commença à provoquer des formes sévères. L'équipe reçut pour mission de chercher un traitement. 2 axes furent retenus. Viviane défendit une approche reposant sur une substance végétale peu considérée dans la recherche moderne. Diane Lambert, une jeune chercheuse ambitieuse et très diplômée, jugea l'idée absurde. Elle proposa une méthode beaucoup plus complexe. Les 2 équipes travaillèrent séparément. Viviane dormit à peine, elle testait, corrigeait, recommençait. Puis les chiffres apparurent. 99,6% d'efficacité virale dans les conditions expérimentales. L'équipe vérifia 3 fois, même résultat. Le traitement passa rapidement en phase suivante. Plusieurs patients gravement atteints montrèrent une amélioration spectaculaire. Viviane avait développé le premier traitement réellement efficace contre RT303. Diane n'arrivait pas à accepter qu'une femme officiellement sans doctorat ait réussi là où elle plafonnait à 50% d'efficacité. Elle accusa Viviane d'avoir volé des résultats. Lucas intervint. Il avait supervisé l'intégralité du protocole. Chaque étape était enregistrée. Aucun vol, aucune manipulation. Le résultat était celui de Viviane. Une équipe de télévision demanda une interview. Viviane accepta finalement. Elle pensait que le moment était venu d'arrêter de se cacher. Puis, quelques minutes avant le tournage, l'école appela. Léa avait eu un incident avec un autre enfant. Viviane partit immédiatement. Elle demanda à Lucas de gérer l'interview. Comme il fallait une chercheuse face aux caméras, Diane fut placée à sa place. Le reportage la présenta presque naturellement comme l'une des figures derrière le traitement. Le public associa son visage aux médicaments. Les médias commencèrent à l'appeler la jeune génie. Viviane apprit cela le soir. Étrangement, elle ne ressentit pas la colère qu'on attendait d'elle. Le brevet, les données, les archives. Tout portait son nom. Le visage d'une interview pouvait être volé, pas la réalité scientifique. Diane, elle, commença à aimer ce malentendu. Sa famille la félicita. Des journalistes l'appelèrent. On lui offrit des invitations. Et, au lieu de corriger franchement la confusion, elle laissa faire. Viviane observa, puis retourna au laboratoire. Elle avait d'autres problèmes. Une série de patients provenant d'une région rurale présentaient des symptômes neurologiques étranges. Vomissements, troubles visuels, fièvre, perte d'équilibre. Viviane étudia les prélèvements, puis les données environnementales. Elle soupçonna rapidement une contamination au méthylmercure. Une usine chimique située près d'un réservoir rejetait probablement des déchets illégalement. L'enquête était dangereuse. Quelqu'un la menaça. On lui demanda de ne plus poser de questions. Viviane continua. Elle voulait une chaîne de preuves complète. Prélèvement, analyse, traçabilité, données médicales. Lorsque le dossier fut terminé, les autorités purent agir. Le laboratoire fut reconnu publiquement pour avoir identifié la source de contamination. Viviane devint l'une des principales candidates à un prix national de sciences et technologies. Pendant ce temps, sa vie conjugale atteignait un autre point de rupture. Le détective trouva une dépense considérable. Étienne avait acheté pour Sophie plusieurs pièces de joaillerie uniques. Près de 300 millions au total selon les documents originaux. La somme importait moins que la preuve. Les factures portaient sa signature. Chloé expliqua que ces éléments, combinés à d'autres, pourraient peser dans une procédure de divorce. Viviane récupéra des copies. Elle ne voulait aucun argent particulier d'Étienne. Sa priorité restait Léa. Mais elle ne laisserait pas non plus son mari utiliser sa puissance financière pour réécrire leur mariage devant un juge. Peu après, une autre révélation la bouleversa. Sophie souffrait d'une grave maladie sanguine. Étienne décida de financer un nouveau programme de recherche. 50 milliards supplémentaires. Il demanda au laboratoire de concentrer des ressources sur cette maladie. Tout le monde comprit qu'il voulait sauver quelqu'un. Viviane savait qui. Lucas lui proposa de rester en dehors du projet. Elle refusa. Ce financement pouvait permettre de résoudre une question scientifique qu'elle voulait déjà explorer depuis longtemps. Elle n'allait pas saboter la recherche parce que la patiente était la femme que son mari privilégiait. C'était peut-être la différence fondamentale entre eux. Étienne mélangeait constamment ses sentiments et son pouvoir. Viviane voulait séparer les deux. Un jour, Lucas lui montra un ancien dossier, un échantillon de cellules souches conservé dans une banque nationale. Il provenait de la mère de Viviane. Avant sa mort, celle-ci avait accepté légalement de faire un don pour la recherche sur les maladies du sang. Le consentement était complet, enregistré. Son père connaissait l'existence du don. Viviane resta longtemps devant le document. Puis elle comprit.
Étienne savait. Il avait obtenu l'autorisation réglementaire d'utiliser cet échantillon dans le programme destiné à sauver Sophie. Tout était légal, mais il ne lui avait rien dit. La blessure n'était donc pas une violation juridique, elle était intime. Il avait utilisé une part de l'héritage biologique de sa mère pour sauver l'autre femme sans même penser qu'une explication à son épouse était nécessaire. Viviane se rendit au siège du groupe Garnier. À l'accueil, une employée refusa d'abord de croire qu'elle était la femme du président. Viviane dut appeler un responsable. Elle monta, puis entra directement dans le bureau d'Étienne. Elle lui demanda pourquoi il avait caché l'existence de l'échantillon. Étienne répondit que le don était légal, que son père l'avait confié au système national, qu'il avait suivi la procédure. Viviane le savait. Ce n'était pas sa question. Pourquoi ne lui avait-il rien dit? Étienne expliqua qu'il avait besoin de ce prélèvement. Elle répondit qu'il était en train de lui donner une nouvelle raison de le détester. La discussion fut interrompue par une visioconférence. Étienne lui demanda encore une fois de ne pas dramatiser. Viviane partit. Puis il appela Lucas. Il lui demanda de ne plus donner à Viviane certains détails du programme afin d'éviter des malentendus inutiles. Lucas lui répondit calmement que Viviane faisait partie de l'équipe. Elle avait le droit de connaître les informations nécessaires. Étienne répliqua qu'il avait investi 50 milliards. Il ne voulait pas que des relations personnelles permettent à une femme non qualifiée de s'imposer dans le laboratoire. Lucas resta silencieux une seconde, puis lui expliqua que sa femme n'était absolument pas non qualifiée. Si Étienne prenait seulement le temps de la connaître, il changerait d'avis. Étienne répondit qu'il n'avait pas besoin qu'un autre homme lui apprenne à aimer sa femme. Viviane n'entendit pas la conversation. Elle n'en avait pas besoin. Elle connaissait déjà le résultat de 6 années pendant lesquelles son mari n'avait jamais essayé de découvrir la personne qui vivait auprès de lui. Avant que Viviane puisse transformer cette décision intérieure en procédure officielle, plusieurs événements achevèrent de lui montrer à quel point son mariage reposait sur des habitudes qu'elle avait trop longtemps acceptées. Lors d'un dîner organisé par des proches, Sophie tomba dans une piscine. Viviane se trouvait elle aussi au bord de l'eau. Dans la confusion, quelqu'un l'entraîna presque avec elle. Les cris éclatèrent. Étienne sortit immédiatement et sans même regarder Viviane se précipita vers Sophie. Lucas, lui, aida Viviane. La scène dura quelques secondes. Mais la réponse qu'elle cherchait depuis des années était devenue visible. Lorsque 2 personnes avaient besoin d'aide au même moment, Étienne avait choisi sans hésiter. Sophie. Après l'incident, plusieurs proches accusèrent même Viviane d'avoir provoqué la chute. Elle demanda simplement qui l'avait vu pousser qui que ce soit. Personne. Sophie prit alors son rôle habituel. Elle demanda qu'on ne blâme pas Viviane. Elle prétendit avoir glissé. Ce faux geste de générosité ne fit qu'agacer davantage Viviane. Étienne raccompagna Sophie. Viviane rentra séparément. Sur le chemin, elle pensa qu'elle aurait autrefois passé toute la nuit à attendre une explication. Cette fois, elle n'en voulait aucune. Elle avait vu. Cela suffisait. Peu après, elle tomba malade. Un simple virus, fièvre, fatigue. Étienne tenta de lui expliquer ce qui s'était passé lors de la soirée. Viviane lui demanda de la laisser dormir. Il sembla presque vexé. Il était prêt à parler. Elle ne voulait plus écouter. Même ce renversement lui parut ironique. Pendant des années, elle avait voulu qu'il lui explique ses silences. Maintenant qu'elle n'attendait plus rien, il découvrait soudain l'envie de se justifier. Léa, en revanche, resta auprès de sa mère. Elle demanda à son père de ne pas sortir. Maman était malade. Il devait rester. Étienne accepta. Viviane observa leur fille. Elle comprit alors quelque chose d'essentiel pour la future procédure. Léa n'avait jamais cessé de l'aimer. Elle avait seulement été attirée par la nouveauté, les cadeaux et l'attention de Sophie. Le lien maternel n'était pas détruit. Il fallait simplement le protéger. Cette prise de conscience donna à Viviane davantage de courage pour préparer la garde. Sa belle famille essaya pourtant de modifier l'équilibre. On proposa de transférer Léa dans une autre école plus proche de la grand-mère Garnier. La famille pourrait s'occuper davantage d'elle. Viviane pourrait reprendre ses études sans être encombrée. Une belle-sœur alla même jusqu'à suggérer que Viviane utilisait son enfant comme excuse pour rester entretenue par Étienne. Léa elle-même refusa. Elle voulait que sa mère la conduise à l'école, que sa mère vienne la chercher. Elle ne voulait pas vivre ailleurs. Pour Viviane, cette phrase avait une valeur immense. Pas juridique encore, humaine. Sa fille avait choisi leur lien. Viviane redoubla donc d'efforts. Elle établit des horaires, travaillait au laboratoire sans rater les rendez-vous importants, demandait de l'aide lorsque nécessaire. Elle apprit enfin qu'être une bonne mère ne signifie pas tout faire seule. Cette nouvelle organisation renforça aussi son dossier. Revenus futurs, position professionnelle, participation à un programme national, capacité à offrir un cadre stable. Chloé lui expliqua que toutes ces choses compteraient si Étienne contestait la garde. Viviane n'était plus la femme sans activité que son mari imaginait pouvoir écraser avec un meilleur avocat. Elle devenait une chercheuse reconnue. Puis vint une autre preuve. Étienne avait commandé pour Sophie plusieurs ensembles de bijoux uniques destinés à son concert. Les montants étaient vertigineux. Viviane ne s'intéressait pas au luxe. Mais Chloé, elle, s'intéressait au reçu. Une dépense aussi importante faite au bénéfice d'une femme extérieure au mariage pouvait devenir pertinente dans le partage patrimonial. Viviane se rendit donc dans la boutique.
Elle obtint des copies des justificatifs, près de 300 millions. Sa première réaction ne fut même pas de la jalousie. Elle repense à une scène quelques jours auparavant. Sous l'insistance de sa grand-mère, Étienne lui avait demandé de choisir un bijou. Viviane avait refusé. Elle n'aimait pas particulièrement la joaillerie. Il lui avait demandé alors ce qu'elle aimait réellement. Viviane l'avait regardé. 6 ans, 6 années de mariage. Et il ne savait toujours pas. Plus tard, une petite vendeuse lui avait proposé un bracelet artisanal presque sans valeur. Viviane l'avait acheté. La grand-mère l'avait trouvé joli. Cette babiole lui avait procuré davantage de plaisir que tous les bijoux qu'Étienne aurait pu acheter. Le prix mesure la dépense, pas l'attention. Viviane ajouta les reçus au dossier de Chloé. Elle n'en parla pas à Étienne. Le temps des disputes conjugales était terminé. Elle préparait maintenant un dossier. Dans le même temps, sa position au laboratoire continuait à grandir. Le professeur Laurent lui confia des responsabilités plus importantes. Certains chercheurs, notamment Diane, supportaient de moins en moins de la voir progresser. Diane rappelait constamment que Viviane n'avait pas terminé son cursus initial, qu'elle était revenue tard, qu'elle avait été femme au foyer. Comme si une interruption de carrière devait invalider chaque résultat obtenu ensuite. Viviane répondit rarement. Un laboratoire n'est pas un concours de biographie. Une molécule ne demande pas de diplôme avant de fonctionner. Un protocole n'obéit pas à la réputation de la personne qui l'a écrit. Il fonctionne ou il échoue. Cette manière de penser agaçait Diane. Elle rassurait Viviane. Lorsque le dossier RT303 prit de l'importance, les tensions augmentèrent. Diane était persuadée qu'elle représenterait le visage moderne du projet. Jeune, diplômée, photogénique. Viviane, avec son parcours interrompu, lui semblait presque embarrassante. Puis les expériences inversèrent totalement le rapport de force. Le traitement de Viviane fonctionnait, celui de Diane beaucoup moins. La confusion médiatique créée par l'interview donna toutefois à Diane un avantage temporaire. Des proches la félicitaient. Sa famille commença même à parler d'elle comme de la créatrice du traitement. Au lieu de corriger immédiatement, Diane laissa cette erreur grandir. Viviane en prit note. Encore une personne qui acceptait volontiers un mérite qui ne lui appartenait pas. Elle avait déjà connu ce type de relation, dans sa famille, dans son mariage. Elle n'avait plus l'intention de supplier quelqu'un de rendre ce qu'il avait pris. Les documents scientifiques finiraient par parler, puis le laboratoire reçut les cas liés au réservoir. Cette fois, l'enjeu dépassait une rivalité interne. Plusieurs patients présentaient des symptômes compatibles avec une intoxication lourde. Viviane demanda des analyses environnementales. Les résultats montrèrent des anomalies. Une usine située en amont avait déjà fait l'objet de plaintes. Elle comprit rapidement que la maladie ne venait pas d'un agent infectieux. Le problème était chimique. Mercure, probablement du méthylmercure, transformé dans l'écosystème puis accumulé dans la chaîne alimentaire. Son père lui avait autrefois expliqué ce type de catastrophe. Une contamination peut rester invisible longtemps, puis apparaître simultanément dans les poissons, l'eau et les corps humains. Viviane participa personnellement au prélèvement. Quelqu'un la contacta anonymement. On lui conseilla d'arrêter. Une entreprise puissante était impliquée. Elle risquait beaucoup. Viviane continua. Elle demanda simplement à l'équipe de mieux sécuriser les procédures. Les analyses furent reproduites. Les échantillons comparés. Les antécédents médicaux reliés aux zones de consommation. Quand le dossier fut enfin remis aux autorités, il ne reposait pas sur une intuition. Il constituait une chaîne scientifique complète. Le laboratoire gagna encore en crédibilité. Et Viviane avec lui. Étienne, de son côté, entendait parfois le nom de cette chercheuse remarquable sans comprendre immédiatement qu'il s'agissait de sa femme. Certains rapports utilisaient son nom de naissance. Morel. D'autres abrégeaient les prénoms. Il avait déjà vu des articles. Mais il ne faisait pas le rapprochement. Il connaissait Viviane comme la mère de Léa, l'épouse silencieuse. La femme qui avait abandonné l'université. Il ne pouvait presque pas imaginer qu'une autre version d'elle existait à quelques kilomètres de son bureau. C'est pourquoi, lorsqu'il apprit un jour qu'elle participait réellement aux recherches du laboratoire qu'il finançait, sa première réaction fut de penser qu'un ancien collègue de son père lui avait offert une place par faveur. Il demanda à Lucas de ne pas la laisser participer aux travaux critiques. Il parlait de qualification, de réputation, de rigueur. Lucas dut lui rappeler que Viviane était précisément l'une des personnes autour desquelles le programme avait été construit. Même alors, Étienne resta sceptique. Cette incapacité à croire en elle ne blessa plus Viviane autant qu'autrefois. Elle la confirma seulement dans sa décision. Un mariage dans lequel l'un des conjoints ne sait même pas qui est l'autre ne peut pas être sauvé par quelques nuits partagées ou quelques cadeaux. Puis survint la question du don de sa mère. Ce fut sans doute la dernière grande fracture avant la cérémonie scientifique. Viviane ne reprochait pas à Étienne d'avoir utilisé légalement un échantillon disponible dans la Banque nationale. Elle connaissait trop bien l'éthique médicale pour réclamer un droit qui n'existait pas. Sa mère avait donné. Le consentement était valide. Si cet échantillon pouvait sauver une vie, même celle de Sophie, alors la médecine devait suivre la règle. Mais Étienne savait ce que ce don représentait. Il savait que Viviane avait perdu sa mère, que son père était mort sans qu'elle puisse achever avec lui plusieurs projets. Il aurait pu lui parler. Il avait choisi de ne pas le faire. Encore une fois, il avait décidé seul de ce qu'elle devait savoir.
Viviane comprit alors que son problème n'avait jamais été seulement Sophie. Même si Sophie disparaissait le lendemain, leur mariage resterait malade. Étienne décidait. Viviane devait accepter. Il protégeait. Elle devait comprendre. Il cachait. Elle devait ne pas faire de scène. Cette structure entière devait finir. Le prix scientifique approchait. Le nom de Viviane figurait officiellement dans le dossier. Diane, elle, continuait de profiter de la confusion médiatique. Plusieurs personnes étaient persuadées qu'elle recevrait la récompense pour RT-303. Même dans l'entourage d'Étienne, on parlait de cette jeune chercheuse brillante. Viviane ne corrigea personne. Elle demanda seulement une chose à Lucas. Le jour de la cérémonie, Léa devait être présente. Elle voulait que sa fille la voie. Pas pour obtenir son admiration, pour lui montrer qu'une femme n'est jamais obligée d'abandonner définitivement ce qu'elle aime. Le soir de la cérémonie, la salle accueillait chercheurs, investisseurs, médecins et dirigeants. Étienne avait lui-même été invité à remettre l'un des prix en raison du financement massif du groupe Garnier. Sophie était présente, Diane aussi. Tout le monde attendait l'annonce, puis le présentateur lut le prix annuel du progrès médical et scientifique. Pour le développement du traitement RT-303, le nom annoncé fut celui de Viviane Morel. Pendant quelques secondes, personne ne réagit, puis Léa bondit presque de son siège. « C'est ma maman !» Sa voix traversa la salle. Viviane monta sur scène. Elle portait une tenue simple. Pas les bijoux qu'Étienne offrait aux autres. Pas l'image d'une épouse de milliardaire, simplement son propre nom. Le professeur Laurent applaudit. Lucas aussi. Plusieurs membres de l'équipe se levèrent. Diane resta figée. Étienne, lui, tenait le trophée qu'il devait remettre. Il regardait Viviane comme s'il la voyait pour la première fois. La femme qui avait vécu 6 ans dans sa maison. La femme qu'il avait considérée comme une épouse sans carrière. La femme dont certains membres de sa famille se moquaient parce qu'elle avait abandonné l'université. C'était elle, la chercheuse derrière le traitement, la scientifique au cœur du programme qu'il avait lui-même financé. Viviane s'approcha. Étienne lui tendit le prix. Elle le prit, puis le remercia formellement pour l'investissement de son groupe. Pas mon mari, pas Étienne, Monsieur Garnier. Le fossé entre eux était devenu public sans qu'elle ait besoin de raconter leur histoire. Léa applaudit de toutes ses forces. Pour Viviane, ce fut le seul regard qui compta réellement. Sa fille était fière d'elle. Pas parce qu'elle avait préparé un gâteau, pas parce qu'elle avait été disponible, parce qu'elle venait de voir sa mère comme une personne entière. Viviane prononça un discours court. Elle parla de son père, de sa mère, des chercheurs, des patients, des années interrompues qui ne signifient pas nécessairement une fin. Elle remercia les personnes qui lui avaient laissé une porte ouverte. Puis elle descendit de scène. Étienne tenta de lui parler après la cérémonie. Viviane lui répondit qu'elle viendrait à son bureau. Il crut peut-être qu'elle voulait enfin expliquer tout ce qu'elle avait caché. Réparer, recommencer. Elle se présenta le lendemain. Le personnel du groupe Garnier la reconnut immédiatement cette fois. Plus personne ne l'a pris pour une femme inventant un lien avec le président. Les images de la cérémonie avaient circulé partout. Viviane entra dans le bureau. Étienne se leva. Sur son visage, elle vit plusieurs émotions. Surprise, fierté, regret, et peut-être enfin quelque chose ressemblant à une véritable admiration. Mais cette admiration arrivait 6 ans trop tard. Viviane n'avait pas retrouvé sa carrière pour devenir plus digne d'être aimée par son mari. Elle l'avait retrouvée parce qu'elle était digne d'exister sans son regard. Étienne commença à parler. Il voulait comprendre. Pourquoi ne lui avait-elle jamais dit? Pourquoi avait-elle caché ses recherches? Pourquoi n'avait-il rien su de ses compétences? Viviane pensa à toutes les fois où elle avait essayé de lui parler, à toutes les soirées où il avait choisi Sophie, à tous les moments où il avait supposé qu'une épouse à la maison n'avait rien d'important à raconter. Puis elle pensa à Léa, à la garde, à son avenir, à la vie qu'elle construisait désormais. Elle ne voulait plus discuter du passé pendant des heures. Elle n'avait plus besoin qu'Étienne reconnaisse chaque erreur. Elle avait seulement besoin de terminer ce qui devait l'être. Alors elle posa calmement les documents sur le bureau, puis le regarda. Étienne, divorçons. Il resta immobile. Viviane, elle, ne trembla pas. 6 années plus tôt, elle avait cru que devenir Madame Garnier était le commencement de sa vie. Puis elle avait vécu comme si perdre ce mariage signifiait tout perdre. Elle savait maintenant que c'était faux. Elle avait retrouvé la médecine, le laboratoire, le travail de son père, sa propre intelligence, la confiance de sa fille. Et surtout une chose qu'elle avait abandonnée bien avant ses études, le droit de choisir. Cette fois, elle ne demandait pas à Étienne s'il l'aimait. Elle ne lui demandait pas de choisir entre elle et Sophie. Elle ne lui demandait même pas de comprendre. Elle choisissait pour elle-même. Et cette décision était la première étape de la vie qu'elle avait enfin recommencé à vivre.